Bonjour et bienvenue sur Alafia TV, ça dépend de là où vous nous regardez. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Alafia Hebdo. Je vous rappelle que c'est une émission qui est à suivre tous les samedis à partir de 21h15 sur le canal 235 du bouquet de base de Canal+. Rediffusion prévue pour tous les lundis à partir de 11h. Alors aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau de Alafia Hebdo Badi Haidara. Badi Haidara, il est spécialiste en business intelligence. Il est aussi statisticien. Par ailleurs, il est également secrétaire politique du tout nouveau mouvement politique qui s'appelle Mali Renaissance. Tout à fait. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Badi. Merci à tous. Merci pour les techniciens qui permettent que l'émission puisse se passer de bonnes conditions. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, nous recevons également sur ce plateau Boubacar Kanouté. Boubacar Kanouté est journaliste. Il est également le président de l'Union des journalistes reporters du Mali, un tout nouveau mouvement qui vient d'être mis sur les fonds baptismaux. Alors, merci beaucoup, Boubacar Kanouté. Merci, Maïga, merci à Alafia TV. Et je merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et je remercie actuellement l'équipe technique, en tout cas, grâce à laquelle nous allons bien passer, en tout cas, l'émission. Et j'espère que c'est la première fois et que ça ne sera pas la dernière fois aussi. Merci pour l'invitation. Merci, je vous remercie surtout à vous deux d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des questions politiques. La politique est toujours la politique. Alors, Badi Haidara Choguel, docteur Choguel Kokala Mega, l'ancien président, je ne sais pas s'il est toujours président du comité stratégique du M5 RFP. Alors, docteur Choguel Kokala Mega, le tout nouveau Premier ministre, désigné par Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, il a entamé une série de rencontres après les anciens premiers ministres. Maintenant, il est en train de rencontrer les acteurs sociaux. Alors, quelle lecture faites-vous déjà de la nomination de Choguel Kokala Mega, de cette série de rencontres entamées? Alors, est-ce qu'il n'est pas le temps n'est pas en train de couler, quoi? Alors, d'abord, sur votre première question qui concerne la nomination de M. Mega à la primature, d'abord, pour être nommé pour ce poste-là, il faut au préalable, sinon l'idéal serait d'avoir une légitimité, en tout cas une logique à votre présence à ce poste. Je pense que le M5, à travers tout ce qui s'est passé au Mali, les activités qu'ils ont fait, les préoccupations des Maliens qu'ils ont pris en compte, c'est tout à fait logique que le M5 puisse mettre en œuvre sa vision de la transition, parce que c'est elle qui a voulu la transition. Cela aurait dû se faire depuis le début, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'est ce qui concerne sa nomination. Nous lui souhaitons bonne chance pour la réussite de la transition. La réussite de cette transition n'est pas la réussite uniquement du M5, c'est la réussite de tous les acteurs politiques maliens, c'est la réussite de tous les Maliens. Il y va de l'intérêt de tous les Maliens. Alors, je me tourne vers Boubacar Kanouté. Boubacar Kanouté, comment est-ce que vous percevez ce nouveau processus qui vient d'être enclenché sous la houlette du colonel Assimi Goïta et de Dr Choguel Kokala Mega? Bien, moi je pense que c'est juste déplorable. Déplorable, pourquoi? Parce que la transition depuis le coup d'État contre le régime Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août 2020, et nous étions partis pour une durée de la transition qui n'allait pas dépasser 18 mois. Et déjà, avec la première équipe qui a été mise en place sous la houlette de Bandaou, l'ex-président de la transition, et qui avait comme premier ministre Mokhtar Wan, l'équipe avait déjà fait 9 mois déjà de la transition, de 18 mois passés. Et à mi-chemin déjà, intervient un nouveau coup d'État qui va presque mettre tout ce qui a été fait depuis le début de cette transition, mettre le compteur à zéro. Donc c'est un retour en arrière et dans une situation anormale que nous sommes en train de constater, et surtout avec
une nouvelle tête à la primature, certainement qui veut aussi imposer sa marque. Et je trouve juste que c'est déplorable. Alors, vous pensez que le calendrier électoral n'est pas du tout réaliste? À mon avis, parce que, oui. À mon avis, parce qu'il y a d'abord deux visions qui s'opposent. La vision du président de la transition, l'actuel, qui est le maître, le commandant des ports, qui est Assimi Goïta, et aussi la vision de Choguel Kouala Maïga. Donc, ces deux visions s'opposent. Quand on essaie de voir dans les discours de Choguel Kouala Maïga, lors de son premier conseil de cabinet, et les axes prioritaires que lui, il a fixés, donc, Assimi Goïta l'a un peu recadré lors du dernier conseil des ministres. Donc nous voyons en eux deux personnes en réalité qui ne partagent pas la même vision sur le reste de la transition. Quand on prend Choguel, en tout cas sa vision, c'est parti vers une vraie refondation. La refondation que lui il demande, le temps qui reste est très peu pour ça. C'est pas faisable dans les C'est pas faisable. Donc lui, il est dans la logique en tout cas de la prolongation de cette transition, alors que Assimi, lui, il a dos au mur. Voilà. Badi Aïdara, vous partagez l'avis peut-être de Boubacar Kanouté quant à la difficulté de tenir le calendrier électoral aux dates échues. D'accord, très bien. Alors, nous, en tant que mouvement Mali Renaissance, nous avons participé aux dialogues qui ont eu lieu au CICB post-coup d'État. Nous avons eu à faire beaucoup de recommandations là-bas. Nous avons travaillé sur le projet de charte qui a été proposé. Je pense que ce qu'il faut d'abord se dire, pour être objectif et honnête, ces délais ne sont pas tenables. Je me permets de les rappeler. 31 octobre, référendum pour la Constitution. Les élections communales des cercles des régions et du district de Bamako le 27 février. Les premiers tours des élections présidentielles et législatives couplées le 27 février. Le 31 octobre pour le référendum. Et le 26 décembre pour les élections régionales communales. Déjà que nous allons vers un projet d'élection couplée, ce qui est nouveau, inédit. Donc je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que ces délais sont inatteignables. C'est impossible. Vous proposez une prorogation de la transition? Alors, d'abord, nous sommes tous là à parler de 18 mois. Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 19? Pourquoi pas 19 et demi? Pourquoi? Un délai doit se fixer après avoir discuté, échangé sur ce qu'on doit faire. Nous avons fait l'inverse sous la pression de la communauté internationale. Nous ne savons même pas d'où est sorti ce 18 mois. Nous avons participé au dialogue. Je peux vous garantir que les 18 mois en question, certes, ça avait déjà commencé à circuler dans les couloirs du CICB, mais nous ne savons pas ça vient de qui, mais ça a déjà commencé à circuler. En réalité, la communauté internationale, là, je fais un rappel, avait proposé même un an, 12 mois, moins que 18 mois. Moins que 18 mois. La transition a accepté les 18 mois. Les putschistes, les ex-putschistes avaient accepté les 18 mois. Non, d'accord. Donc, sur ce point-là, c'est la transition, en tout cas, les putschistes, Assimi Goïta et sa troupe, qui voulaient en tout cas poursuivre le reste du mandat d'Ibeka. Donc les 3 ans qui restaient au mandat d'Ibeka, et chose à laquelle la CEDEAO a mis un niet et a imposé en tout cas ces 18 mois. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, une fois qu'on a dit que ce délai est impossible à tenir, il faut d'abord se dire qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, la question du délai découlera de cela. Nous ne pouvons pas fixer un délai tant que nous n'avons pas fait de dialogue, d'assises nationales. Je reviens sur les propos du Premier ministre. Nous ne pouvons pas en même temps avoir un calendrier d'élection, dans ce même temps faire un dialogue. On ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Le dialogue est censé... Il y a eu combien d'assises, il y a eu combien de concertations? Il y en a eu beaucoup. Justement, je me permets d'ouvrir une parenthèse sur les derniers dialogues qu'il y a eu, auxquels j'ai moi-même participé à toutes les journées, y compris à la séance plénière. Les dialogues au Mali, on les enchaîne. C'est les mêmes personnes qui participent. Voilà le problème.
c'est la même notion de représentativité, c'est la même notion d'inclusivité. Les mêmes personnes qui étaient au dialogue, on retrouve les mêmes personnes à travers les mêmes organisations dans le COS. Quand on va vouloir faire un énième dialogue, ça sera la même chose. Donc nous avons réfléchi à la notion de représentativité. La qualité d'un dialogue dépend de qui va être là-bas. Une question de légitimité. De légitimité, de quoi on va discuter et combien de temps on se donne pour s'entendre sur quelque chose. Demander aux gens de se réunir pendant 3 à 4 jours pour discuter des problèmes du pays, laissez-moi vous dire que quand j'ai participé au dialogue, je suis sorti bouleversé parce qu'on a discuté de tout sauf l'essentiel. On n'a jamais discuté de ce qu'on va vouloir faire lors de la transition. Les points n'ont pas été clairement discutés. Donc, moi, ce que nous pensons dans notre mouvement, c'est que ce n'est pas un énième dialogue. Il faut essayer de faire les choses autrement. Il faut tirer les leçons des dialogues qui ont été des échecs. Il faut revoir la représentativité. Il faut donner une base plus populaire au dialogue que nous faisons au Mali. Je m'explique. Quand on a des corporations qui représentent des ensembles de la société, des sous-ensembles, la société civile, les notabilités, les religieux, les partis politiques, si ces organisations ne sont plus en charge de porter les aspirations du peuple, il faut trouver une autre solution. Il faut donner une base populaire en faisant rentrer des citoyens dans ce dialogue hors toute étiquette corporatiste. Et quelque part même, il y a, pour revenir à Boubacar Kanouté, on a l'impression que les acteurs, les acteurs qui se disent représentatifs, en tout cas des communautés locales qui sont à Bamako, ne font pas en général, en tout cas, une restitution de ces rencontres, de ces concertations, pour faire approprier en tout cas les populations, les communautés locales, et l'ensemble des résultats de ces initiatives-là. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez? Bon, on ne peut même pas arriver d'abord en tout cas aux émissaires qui viennent des régions pour participer à ces assises-là. Le problème, ce n'est pas les émissaires. Le problème, c'est... tu sais, dans ce pays, on est habitué à faire à certaines choses qu'il va falloir arrêter. C'est quoi? À chaque fois qu'une nouvelle tête arrive dans un poste, il balaye tout ce que son professeur a fait. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Et c'est ça la réalité. Mais les nouvelles autorités ont annoncé quand même leur engagement, leur disponibilité à poursuivre la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif. Oui, ils vont tout poursuivre. Hein. Les autorités, elles vont tout poursuivre. Mais la démarche pour y atteindre, qui a été entamée, en tout cas par les prédécesseurs, les nouvelles aussi veulent emprunter leurs marques aussi. C'est ça. Il ne s'agit pas d'aller... il ne s'agit pas de vouloir aller à Tombouctou. Mais pour aller à Tombouctou, il y a plusieurs moyens d'aller à Tombouctou. Alors qu'il y a des chemins qui sont courts, des chemins qui sont en tout cas qui sont longs, mais souvent il arrive que les nouvelles personnes qui viennent dans un poste, elles veulent emprunter un chemin long, rien que pour se perpétuer, en tout cas dans ces postes. Rien n'est fait concrètement pour que les assises, toi-même tu l'as tantôt dit, ne seront pas, rien ne se dira dans ce pays qui n'a pas été dit. Ça c'est clair. Vous allez organiser 1000 assises. Toutes les résolutions seront les mêmes. Il faut interroger les assises qui ont été organisées. Il faut les interroger d'abord. Qu'est-ce qu'on a fait de ces assises-là? Qu'est-ce qu'on a fait des recommandations qui ont été issues des assises qui ont été organisées depuis 1992 jusqu'à nos jours? Et si toutes ces recommandations ont été appliquées par les autorités, l'État... Est-ce qu'il y a un problème de ressources humaines dans la mise en œuvre même de ces conclusions, en tout cas la bonne approche? Moi, je ne pense pas. Tu sais, moi, je pense plutôt que dans ces pays, on n'a pas compris jusqu'à présent la notion de la continuité de l'État. La continuité de l'État n'est pas une réalité dans ces pays. C'est pas compris par les... Non, les citoyens, ils font leur part déjà. Mais ceux qui viennent parler, en tout cas parler au nom de ces citoyens-là, ceux qui viennent se mettre devant ces citoyens-là, en tout cas pour les conduire sur un bon port, c'est eux, ce sont les dirigeants.
À chaque fois que quelqu'un vient, il veut imposer sa marque, alors qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait par quelqu'un. Il faut voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Le plus bon, il faut le conduire. C'est citoyens là qui posent problème très souvent, parce que je m'explique. Oui. Ils en ont créé, ils ont créé beaucoup de mouvements politiques, beaucoup d'organisations, d'associations qui sont créées, qui s'opposent à la mise en œuvre de certaines conclusions. Je pense notamment par exemple, à l'accord d'Alger, je pense encore à quoi d'autre même. Je pense au dialogue avec les terroristes, je pense à beaucoup de choses, à la réorganisation territoriale. Quelque part, quelle est la part de responsabilité de ces mouvements d'opposition, entre guillemets? Non, quand tu dis ça, toi, tu jettes du discrédit à tout ce que l'État lui-même organise. L'État organise, n'est-ce pas, des assises, et des assises qui ont été, auxquelles, n'est-ce pas, ont participé, et en tout cas tous les citoyens maliens, parce que ça commence de la base au sommet. Et les recommandations qui vont être issues de ces rencontres-là, ce sont des recommandations qui sont légitimes. Alors pourquoi se peut-il que des recommandations qui ont été issues d'une rencontre légitime et légale, qu'une autre personne ou soit qu'un autre mouvement s'élève après pour dire que non, il faut balayer tout ça? L'État doit prendre ses responsabilités. C'est ça même le mot. C'est ça même le mot. Ici, au Mali, ce qui manque au Mali, c'est la responsabilité De l'État. Les dirigeants, moi je suis désolé de le dire, les dirigeants maliens, et on ne prend pas en tout cas toute notre responsabilité. Il faut prendre la responsabilité, mais aussi il faut prendre toute sa responsabilité. Ici, nous, on fuit nos responsabilités, et c'est là le problème. Boubacar Kanouté, Badi Haïdara n'est pas d'accord avec je ne suis pas d'accord sur ce qui a été dit et la manière de poser le débat en disant quel est le rôle qu'a joué ces associations qui ont émis des blocages ou du moins des avis contraires par rapport aux résolutions de ces différents dialogues. Vous avez parlé de dialogue légitime et légal. Légal, certes, légitime, ça dépend de sa composition et de ce qui va en sortir. On peut réunir toutes les personnes qu'on veut. S'il n'y a pas une assise populaire, ce n'est pas possible. Je reviens sur le dialogue. C'est quoi une assise populaire pour vous? Une assise populaire, c'est quoi? Quand on fait un dialogue post-coup d'État, on réunit 300, 400, environ 700 personnes à Bamako, sans au préalable se donner le temps de parcourir tout le pays. Parce que le Mali, ce n'est pas Bamako. Ce n'est pas Bamako. Et comme M. Maïga l'a dit, ces organisations qui représentent la population sont censées faire un travail de mini-dialogue avec leurs adhérents pour prendre leur point de vue. Parce qu'il ne s'agit pas du point de vue de telle ou telle personne qui est le secrétaire général, l'envoyé de telle organisation. Ce n'est pas son opinion qui nous intéresse. Or, ce à quoi on assiste, ces gens viennent défendre l'opinion de leur corporation. Et donc, on a beau faire 10 000 dialogues, si la composition n'est pas bonne, si ce n'est pas populaire, moi, ce qui m'étonne au Mali, on veut faire des dialogues, que ce soit le dernier, qui ont des ambitions très hautes, refonder le Mali, discuter de tous les sujets, tout l'aspect du Mali. Mais pourquoi on ne peut pas faire ces dialogues de ce genre sur des périodes de 6 mois, 1 an, où il y a des petits dialogues, où l'exécutif se déplace pour aller à Kaï, à Kolondjeba, à Kidal, village par village, réunir les notabilités, discuter du fond. Je dis bien discuter du fond. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, on a été au dialogue. On a reçu, chacun a reçu, un projet de charte déjà rédigé. On nous a dit, c'est ça, c'est ce qu'on découvre. C'est-à-dire que quand nous allons au dialogue, on a été invités. Quand nous allons au dialogue, on ne connaît pas sa forme. On ne sait pas sur quoi on doit discuter. On sait juste qu'il y a un projet de charte à écrire. On pensait au début qu'on allait écrire le projet de charte. Mais il y a un projet qui est venu. Je conviens avec vous qu'il faut une base de discussion. Ils ont amené leur document. Le document a été amendé par toutes les commissions. Notre commission a fait des points spécifiques. Notamment, nous, notre mouvement, on a fait un point important qui a été retenu à l'Assemblée plénière. C'est la problématique de la révision constitutionnelle. Mais vous savez qu'après ce dialogue, le projet amendé, la nouvelle version, elle n'est jamais sortie. Elle n'est jamais sortie. On a dépensé
des millions, réunis, les militaires bien sûr. On nous a dit, dans les 2-3 jours qui suivent, on va prendre en compte tous ces éléments-là et sortir un nouveau projet. Ça n'a pas été le cas. Comment vous pouvez reprocher ensuite à d'autres mouvements qui se lèvent pour dire, mais on ne s'associe pas à ça. C'est nul le non-avenu. Je les comprends. Il est d'ailleurs annoncé des nouvelles assises, les assises de la refondation, oui. Les ANR, je pense bien que c'est abrégé ainsi. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces assises-là? En termes de ces assises-là, nous, on a relevé 3 points importants dans son organisation et dans le temps que cela doit prendre. Nous devons prendre le temps nécessaire. Nous estimons, vu l'étendue du territoire et une base nationale, il faut au minimum 2 à 3 mois pour faire des débats sérieux de fond sur tous les sujets, pour que les Maliens se sentent impliqués, pour que même le mendiant est au courant qu'on est en train de discuter de lui son devenir. Il faut donner le temps nécessaire. Il faut trouver un moyen de donner un quota à des citoyens lambda qui le souhaitent, sur base de catégories socio-professionnelles, d'âge. Bien évidemment, les politiciens auront un certain nombre, mais si nous ne faisons pas cela, nous allons parler de l'assise 2, l'assise 3, l'assise 4. On a même entendu il faut faire un DNI 2, il faut faire un DNI 3. Pour éviter cela, tous les Maliens doivent se sentir concernés. Et pour ça, il faut du temps pour que le message soit passé. Et le deuxième point? Le deuxième point, c'est de quoi on va parler. Si nous faisons une assise, nous devons remettre en cause tout. Or, le Premier ministre a dit qu'ils vont assurer tous les engagements qu'ils ont pris. Je vous rappelle que parmi ces engagements, il y a le calendrier électoral. Alors, si on fait des dialogues, mais on dit tel sujet, on ne peut pas y toucher, ce qui a été le cas du DNI. Le DNI a commencé sur quelle base? La révision constitutionnelle, c'est non discutable. Tel ou tel sujet, c'est non discutable. Ce n'est pas un dialogue franc. Ce n'est pas un dialogue franc. Donc, quand on démarre une vraie assise nationale, on doit prendre en compte toutes les questions, suspendre toutes les décisions. Tout doit être revu de A à Z. À commencer par le calendrier électoral, la durée des élections. Et le troisième point maintenant. Et on doit le coupler à la révision constitutionnelle. Ce dialogue doit être lieu de discuter en même temps de la révision constitutionnelle, parce qu'en tant que politiciens, nous observons ce qui se passe. Pour toucher à la Constitution, il ne suffit pas de réunir un comité d'experts rattaché au Premier ministre pour nous faire un projet et dire aux gens de voter là-dessus. Ça ne marchera pas. Il faut que ça soit populaire. Il faut demander aux gens, aux villageois, comment vous voulez être gouvernés, comment vous voulez que la justice soit rendue. Au lieu de cela, on va nous pondre un Sénat qu'on remplace par le haut Conseil des collectivités qui devient le Sénat. Le Sénat a quelle empreinte historique chez nous? Ça a quelle représentation? Ça a quelle logique? Bref, le dialogue doit toucher à tout, pas de tabou. Et le dialogue doit pouvoir redéfinir la durée de la transition. Alors, Boubacar Kanouté, je ne vous ai pas posé cette question-là, je crois bien. Est-ce que vous êtes pour une prolongation de la transition, d'autant plus qu'il y a beaucoup de défis qui attendent les nouvelles autorités, à savoir les ANR, le calendrier électoral à tenir et beaucoup d'autres aspects de la vie politique malienne. Vous, quel est votre avis? D'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir un peu sur certains points que mon co-débatteur a mentionné. Il vient de confirmer ce que je t'avais dit avant de lui donner le micro. C'est-à-dire c'est quand le nouveau vient, il met tout à place, ce que son professeur a fait. Il vient de dire tout à l'heure que ces nouvelles assises doivent commencer à remettre tout en cause. Donc, c'est-à-dire en détruisant tout ce qui a été construit par les prédécesseurs. Même dans les services administratifs, il y a des projets qui viennent. Donc vous voyez, alors que tout n'est pas mauvais. Donc pour moi, c'est un système. Les dialogues, les assises là, dialogue, assises, c'est des jeux de mots que ces dirigeants sont en train de faire contre le peuple malien. C'est la même forme, les mêmes fonds, les mêmes résultats. Et les mêmes objectifs, c'est quoi? C'est un calcul politique qui est derrière. Voilà pourquoi toutes nos assises-là échouent, parce que
elles ne sont pas organisées de façon sincère, de façon objective et de façon pour un long terme. Donc c'est des jeux d'intérêt politique qui sont là. Les dénis dont il fait référence. Mais je suis journaliste, j'ai été dans tous les coins, j'ai aussi participé à ma manière. Les dénis. Comment ça s'est passé? Il dit que tout a été fait à Bamako. Mais ce n'est pas vrai. Ça a commencé par les SEC d'abord, remonté ensuite dans les régions, et pour finir à Bamako, les concertations nationales. Ça a commencé par les cercles, ensuite dans les régions, et pour finir à Bamako. Tout le monde a été, pas tout le monde, mais ils ont écouté en tout cas une bonne partie, en tout cas Je ne pense pas qu'il ait dit que ce n'est pas fait dans les cercles. Parce qu'il dit que tout s'est fait à Bamako. Il dit juste que il n'a pas mentionné. Non, mais il n'a pas mentionné, c'est très important. Il n'a pas évoqué que ce soit les dialogues nationaux inclusifs, que ce soit les concertations nationales, que toutes ces assises-là, toutes ces rencontres-là ont été aussi tenues dans les régions. Oui. Le bas peuple dont il fait référence là, tu sais, je ne sais pas comment le qualifier pour les hommes politiques. Ces hommes politiques prennent ces gens, ces bas peuples comme des... le mot pourra peut-être un peu trop fort, mais ils les prennent comme des bétails... Des bétails électoraux. Excusez-moi pour le terme, mais donc c'est juste. Alors ça. Vous êtes pour vous pensez qu'il serait mieux de prolonger on fait venir. Moi, j'étais témoin. Le jour du déni, j'étais dans la salle au CICB. Il y a un chef de village qui a quitté le fin fond de Menaka. J'étais dans la salle où il était. On avait parlé, on était en train de parler de culture, de délégation. Mais il est assis. Alors que les Bamakois, les gens qui sont bien habillés, là, ils s'asseyent sur le fauteuil, mais il est énervé. Il dit que c'est pas ce qu'on cherche. Donc, on prend ces gens-là pour légitimer, en tout cas, nos jeux politiques, nos jeux d'intérêt et personnels, alors que ce n'est pas réellement fait, et pour qu'il y ait, en tout cas, ce Mali dont nous devons tous. Maintenant, pour revenir à ta question, et concernant la prolongation de la transition, tu sais, c'est le vœu de Choguel Kouala Maïga. Il veut rattraper, quand on parle de rectification de la transition, là, et c'est de ça qu'il, à mon avis, c'est de ça qu'il veut parler. Il veut que je suis d'accord, les M5, depuis au départ, il y a eu erreur. C'est les M5, en réalité, qui devraient porter cette transition dès au départ. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais si cela n'a pas été arrivé, à qui la faute? Est-ce qu'on doit accuser les militaires? Est-ce qu'on doit accuser les membres des M5 eux-mêmes qui se sont divisés et lesquels aussi ont apporté, n'est-ce pas, plus de 14 CV pour un simple poste de Premier ministre? S'ils avaient fait ce qu'ils viennent de choisir, comme la manière dont ils viennent de choisir Choguel, s'ils avaient fait ça auparavant, est-ce que Mokhtar Wane, on allait faire appel à Mokhtar Wane? Donc voilà, et à mon avis, on ne peut pas, ce que Choguel veut faire, d'abord, ce que Choguel veut faire, il n'a ni cette légitimité. Pourquoi il n'a pas la légitimité de mener les réformes qu'il est en train de dire? Parce que Choguel est un homme politique déjà. Il est non seulement un homme politique, il est aussi très proche d'un regroupement politique. Donc tout ce qu'il va entreprendre durant cette transition sera mis en doute. Il n'y aura pas d'inclusivité. Malgré la création d'un nouvel organe de gestion des élections. Malgré tout ça, c'est lui qui contrôle ces organes-là. Vous ne croyez pas non. À partir du moment où une transition est gérée par un homme politique, très proche d'un regroupement politique, il n'y a pas de sincérité dedans. Moi, je le dis très fort. J'ai dit que Choguel, en réalité, même si je ne mets pas en cause, je ne mets pas en cause, en tout cas sa capacité intellectuelle, mais vu sa situation politique, qui serait légitime pour vous? À mon avis, il fallait un homme neutre. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas un homme totalement neutre. Un technocrate et des gens comme Mokhtar Wane. On l'a expérimenté. Donc, mais alors, ça a été comment? Est-ce qu'il a échoué? On n'a pas fait le bilan de Mokhtar Wane. Est-ce qu'il a échoué? On ne peut pas parler d'échec parce qu'à partir du moment où il y avait inclusivité, en tout cas, derrière, autour de lui. Mais ce gouvernement Choguel, il n'y a pas d'inclusivité. Toi-même, tu vois les communiqués qui sortent, qui fusent de partout. Tout le monde condamne, tout le monde. Les gens sont frustrés par-ci, par-là. Et même les gens d'IBK, les anciens partisans d'IBK, Ensemble pour le Mali, et même les gens de EMK aussi, qui étaient aussi au sein des M5, ils se sentent tous exclus, en tout cas, de cette nouvelle gouvernance Choguel qui est là. À mon avis, il ne faut pas qu'il touche
qu'il ne faut pas qu'il touche, en tout cas, à la durée qu'il reste. Ça n'engage que moi. Il est un homme politique, très proche d'un mouvement politique qui est le FSD. Et tout ce qu'il va entreprendre, ça n'engage que moi encore, c'est la remise en Il est le président du parti politique. Alors, Badi Aïdara, vous êtes aussi pessimiste que lui par rapport à l'organisation, à la création d'un organe unique de gestion des élections? Alors, en tant qu'homme politique et observateur averti de ce qui se passe, le ministère de l'administration territoriale avait organisé des sessions de travail où ils ont fait, je crois, de mémoire 4-5 groupes pour discuter de quelle forme va avoir l'organisation des élections. Chaque groupe a fait des recommandations, il y a eu une synthèse globale. C'est à ce moment-là qu'il est ressorti de ces échanges qu'il n'y aura pas d'organe unique, ce n'est pas moi qui l'invente, il n'y aura pas d'organe unique et que les élections seront organisées uniquement par l'administration territoriale, la CENI sera exclue. Il me semble que c'est ce qui avait été dit. Or, qu'est-ce qu'on analyse? Sous le magistère de Bandao. Oui, sous le magistère de Bandao. Or, Choguel vient avec un autre discours d'organe unique. Moi, je me pose la question, pourquoi ce sujet nous avait été présenté comme impossible? Je reviens sur la notion d'impossibilité. Si on pense que l'organe unique, c'est ce qu'il faudrait faire, pourquoi on sacrifie l'idéal pour des questions de délai? Si on dit qu'on n'a pas le temps pour mettre l'organe unique de gestion et que c'est demandé par tout le monde, c'est l'idéal, on devrait aller vers ça, je suis d'accord, pourquoi on ne peut pas faire le sacrifice de quelques mois? Il s'agit d'une élection qui va installer des pouvoirs pendant 5 ans. Donc nous devons prendre toutes les précautions pour que la personne qui va venir puisse gouverner dans de bonnes conditions. Ça, c'est le premier point sur l'organe unique. Je pense que c'est un point rassurant qui pourrait rassurer les acteurs politiques. Parce que quand il y aura un organe unique, comme le CENI, qui n'était pas un organe unique, mais il y aura une composition mixte, des décisions collégiales avec des représentants de tous les partis politiques, de la société civile. Je pense que l'ancienne CENI, malgré ses défauts, prenait ces décisions, en tout cas sans exclure tous les partis politiques. C'était des décisions collégiales. Donc je pense que ça peut apaiser le climat. Maintenant, en ce qui concerne l'inclusivité, déjà en 9 mois, nous ne voyons pas ce que Mokhtar Wane a fait. Nous ne voyons aucun chantier. Qu'il a mis en place le COS, le comité d'orientation stratégique. Non, ça c'est un moyen, ce n'est pas un résultat. C'est un moyen. Il a mis en place un moyen. Il y avait des concertations quand même au sein du COS. Le COS a été mis en place combien de temps après sa prise de fonction? Vous pouvez me rappeler combien de temps? Peut-être plusieurs mois quand même. Plusieurs mois. Pourquoi? Dans un contexte où on a un délai de 18 mois, pourquoi on attend? Parce que c'est pour corriger des erreurs précédentes. Ils ont su que ça a été mal fait, donc ils étaient en train de faire du bricolage. Moi, je vais oser le dire, le bilan, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il est lent. Si encore il est bon, il n'a pas porté ses fruits. Il était censé porter ses fruits rapidement parce qu'on est dans un contexte de transition. Donc, ce gouvernement allait très lentement, n'a rien fait. En ce qui concerne l'inclusivité, je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui a été dit concernant l'inclusivité. Si le Mali est dans des problèmes aujourd'hui politiques, c'est à cause de l'inclusivité. Je m'explique. L'inclusivité, c'est ce qui favorise la logique, comme on aime le dire, j'aime pas cette terminologie, la logique de partage de gâteau. L'inclusivité est devenue un partage de gâteau. Inclusivité veut dire partager les postes entre tout le monde le maximum possible. C'est comme ça qu'on l'a compris au Mali. Ça favorise la logique de partage de gâteau. Ça favorise autre chose qui est pire encore, la fuite des responsabilités. Rappelez-vous. C'est que les acteurs politiques, en tout cas, qui dénoncent le manque d'inclusivité, c'est d'être concertés, peut-être d'être reçus par le Premier ministre ou d'être en tout cas appelés par le Premier ministre pour échanger avec eux sur le gouvernement. Par exemple, si on prend la CEMAS ou le PARENA, si Choguel avait décidé de rencontrer ces acteurs-là, même s'il ne prend pas des représentants dans le gouvernement de ces associations et de ces partis politiques-là, ils auraient pu peut-être accompagner la nouvelle transition.
Prends un exemple d'un parti, le parti Élément. Ils l'ont dit et redit plusieurs fois. Notre inclusivité ou notre accompagnement, il s'agit d'écouter nos idées, pas de les appliquer parce que ce n'est pas eux qui sont le pouvoir, d'écouter nos idées. Même si on n'a pas de poste, dans la mesure où on nous donne l'opportunité de dire ce qu'on pense, on est inclus. Je pense que c'est une meilleure vision de l'inclusivité. L'inclusivité nous amène d'ailleurs à des gouvernements pléthoriques, à des subdivisions de ministères et à un manque criant d'efficacité. Je le dis encore une fois, en politique, que ce soit en transition ou pas, ceux qui ont le pouvoir la conduisent comme ils le pensent. Ils peuvent se nourrir des idées des autres. À la fin, on fait le bilan. Ensuite, on saura qui est responsable parce qu'ils ont gouverné seuls. Rappelez-vous du temps d'ATT. Même Sadi était rentré, si je ne me trompe pas, était rentré à un moment donné dans la coalition gouvernementale. ATT a fait la plus belle des exclusivités selon les Maliens. Ça a donné quoi? On ne sait plus qui est responsable. C'est là qui a mal géré, qui n'a pas mal géré. Au moment des bilans, chaque fois qu'on indexe un homme politique, il a été dedans. On ne sait plus à quel sein se vouer. On est obligé de reprendre les mêmes gens. On est obligé de revoter pour les mêmes gens. Ce n'est pas possible. Donc, Boubacar Kanouté, on va parler rapidement du dialogue social. L'UNTM menace d'aller en grève dans les prochains jours. Et les enseignants se plaignent toujours de la mauvaise application de l'article 39. Alors vous, quelle lecture faites-vous de tout cela? Bon, c'est toujours la continuité de ces centrales syndicales sont dans leur rôle. Elles sont dans leur rôle, d'autant plus que si elles s'étaient tues, en tout cas durant cette transition restante que ce qu'elle va diriger, on allait croire à une autre chose. Et ça allait conforter en tout cas les remèdes qui avaient parcouru en son temps. Et je pense que l'UNTM, comme tu l'as si bien dit, menace en tout cas, donne un ultimatum de 10 jours, en tout cas ce que j'ai entendu, à l'actuelle équipe du gouvernement, en tout cas de bien réfléchir à ce qui a été convenu entre le gouvernement passé et l'UNTM. Et les anciens aussi, ils avaient mis en tout cas une petite trêve lorsque le Mali était sans gouvernement et même sans commandant de bord. Bon, je trouve juste que c'est une logique. C'est une logique que ces syndicats réclament, en tout cas, ce qui a été convenu. Parce que ce qui a été convenu, ça doit être appliqué. Et ceux qui sont là actuellement, et quand ils parlent d'inclusivité, c'est parce que les gens fuient les responsabilités. Ça ramène toujours le problème de responsabilité. C'est parce que les gens fuient les responsabilités qu'ils courent, n'est-ce pas, aller endosser en tout cas ce qu'ils devaient porter aux autres. Est-ce que l'UNTM aussi ou les anciens ne sont pas en train d'abandonner le peuple malien? Et ce n'est pas un abandon, au contraire, s'ils abandonnent la lutte, ils allaient aussi trahir, n'est-ce pas, c'est pour lesquels ils ont lutté depuis sous Ibeka. Donc ils sont bien dans leur rôle, ces syndicats-là. Et puis ce que je voulais dire, ces gens qui sont là actuellement, l'actuelle équipe gouvernementale qui est là actuellement, avait tout le temps apporté leur soutien à ces revendications-là. Donc cela montre que ils avaient la solution avant qu'ils ne soient là et maintenant qu'ils sont aux affaires, ils doivent tout faire en tout cas pour... En tout cas, on espère qu'en tout cas qu'ils ont en tout cas toutes les cartes à main pour satisfaire toutes ces doléances qui sont sur la table du gouvernement. Et dans les cas échéants, on aurait toujours pensé de l'homme politique, quelqu'un qui toujours crie pour avoir un poste politique. Badi, il y a des Maliens qui se plaignent, disent que l'UNTM a attendu la dernière minute, en tout cas la fin du mandat de Ibeka, d'Ibrahim Boubacar Keïta, pour commencer à aller en grève, à multiplier les négociations, les menaces. Pourquoi attendre jusqu'à la fin du mandat d'Ibeka pour... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne partage pas ce jugement hâtif. Il faut savoir comment les syndicats fonctionnent. Les syndicats sont les organisations les plus populaires, les plus grandes organisations avec les plus d'adhérents au Mali, devant les partis politiques.
c'est des acteurs majeurs du progrès social et du développement d'un pays. Parce qu'ils défendent des acquis sociaux qui bénéficient à l'ensemble des travailleurs. Dans chaque famille, il y a un chef de famille qui est un travailleur. Ils ne sont pas tous adhérents des syndicats. Donc, je pense que personnaliser le débat en la personne de Katilé ou telle personne, c'est de ne pas comprendre comment les syndicats décident de manière collégiale, comment ils prennent leurs décisions. C'est une centrale syndicale. Vous pensez que le gouvernement doit en tout cas accepter ces revendications-là qui sont quand même coûteuses financièrement coûteuses pour le Mali? D'abord, le gouvernement, c'est le gouvernement de tous les Maliens, y compris les mécontents. Le gouvernement doit d'abord demander des excuses, car l'État, c'est une continuité. Je pense que sur ce dossier-là, beaucoup d'erreurs ont été faites, qui seront très difficiles à corriger, qui ont des conséquences financières énormes. Les pouvoirs successifs ont pris des décisions irresponsables. La première des choses, c'est de les assumer en tant qu'autorité actuelle, mais de demander des excuses. Je pense que tout ce qui est demandé ne peut pas être mis en œuvre maintenant. Parce que des erreurs ont fait. Pour moi, il s'agit de revenir en arrière et de corriger les erreurs qui ont été faites, de trouver un accord. Parce que ce que demandent les syndicats, c'est de l'alignement. Vous avez vu ce que le mini-gouvernement avec Maître Tapo a fait en augmentant en un laps de temps rapidement les indemnités pour une telle catégorie, pas une autre. Ça, c'est des choses qui ont enflammé le climat social. Donc, il faut revenir à une normalisation, pas par le haut, parce qu'on n'a pas les moyens financièrement, mais essayer de trouver un équilibre. Mais dans tous les cas, le gouvernement doit assumer les décisions précédentes, tenir un discours de vérité et faire gage de sincérité en réduisant les trains de vie de l'État, en montrant que le contexte s'y prête, les efforts de guerre que nous avons à faire. Ça peut permettre aux syndicats de pouvoir faire des concessions. Merci beaucoup. Alors, Boubacar Kanouté, selon l'enquête d'opinion Malimètre de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, 66% des Maliens n'ont aucune connaissance sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Qu'est-ce que cela vous dit? Bon, cela, ça me dit, en tout cas, ça dit beaucoup sur le patriotisme, en tout cas, du Malien, et puis aussi sur toujours la sincérité des dirigeants maliens à pouvoir mener à bon escient, en tout cas, la place, n'est-ce pas, qu'on leur donne pour exercer, en tout cas, et pour bien accompagner le processus de développement socio-économique du pays. Donc ça me rappelle à tout ça. Un accord qui a été en tout cas conclu depuis 2015 et jusqu'à présent, s'il y a un tel tout qui est là, c'est regrettable et ça montre à quel degré nos dirigeants n'ont pas souci de ces pays-là. Imaginez, si on avait la bonne volonté, qu'est-ce qui a fait que nous sommes arrivés à ce niveau? Parce qu'on a fait de l'accord, n'est-ce pas, une sorte de... on a tellement diabolisé l'accord qu'on l'a caché, on a voulu le cacher au peuple malien. On a même l'impression que les dirigeants ne veulent même pas que le peuple sache ce qui est réellement dans l'accord. Et c'est ce qui est déplorable. C'est ce qui nous amène à un tel taux qui est là. Et si on avait la bonne volonté, en tout cas, que ce taux soit l'inverse, pourquoi pas expliquer cet accord sur leur terme, traduire dans toutes les langues nationales du Mali. Et si on avait fait ça, donc ça allait montrer la bonne foi du gouvernement malien à aller en réalité vers une sortie de crise définitive. Mais cela n'a pas été fait. Et pire encore... Il y a eu quand même l'accord qui a été en tout cas traduit. Il y avait un livret. Oui, oui, c'est un livre, mais comment les Maliens lisent? Oui, donc ça remonte toujours à la même cachotterie qui ne dit pas son nom. Et pourquoi ne pas organiser un débat? Je n'ai jamais vu un débat organisé, même si la télévision nationale
Et c'est les télévisions... Il y a quand même eu beaucoup de débats sur l'accord d'Alger. Oui, c'est les télévisions privées, les radios privées que je salue en tout cas sur ces plateaux-là, qui font beaucoup en tout cas et pour la compréhension de cet accord. Mais la télévision nationale... Et sur les réseaux sociaux aussi. Les débats, les activistes en tout cas qui animent les débats publics, c'est à travers eux... Ils ont beaucoup contribué. Mais les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez la radio, vous avez les moyens à votre disposition. Et qu'est-ce qui les empêche à expliquer de fond en comble tout le contenu de cet accord et dans toutes les langues nationales. Et si cela n'a pas été fait, ça montre toujours ce jeu calcul qui est là, c'est la mauvaise volonté politique du gouvernement, en tout cas à aller vers une déficit politique. Badi Haïdara, en réalité, il y a eu des milliards qui ont été débloqués pour sensibiliser, faire approprier l'accord par les communautés locales. Où sont partis ces milliards-là pour vous? Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que à travers cette enquête-là, on a compris en réalité que les Maliens ne savent rien de l'accord, la plupart des Maliens. D'accord, très bien. Je rejoins ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire on va se différencier sur un point important. Il aurait fallu expliquer, mais je vais plus loin. Il aurait fallu expliquer aux gens de long en large avant de le signer. Moi, je remets en cause la légitimité de cet accord. Qui sont les signataires côté malien? En tout cas, côté gouvernement malien. Il faut noter quand même qu'il y a eu des chefs de village, des chefs coutumiers, des femmes, des organisations féminines qui étaient à Alger pour négocier cet accord-là. Il n'y avait pas que des groupes armés et des... Pour de la décoration politique. Comment ça? Pour de la décoration politique. Je vais loin dans ce que je vais dire. Cet accord est illégitime. Cet accord est illégitime pourquoi? On ne peut pas signer un accord qui change même la forme de l'État. Je dis bien la forme de l'État, c'est-à-dire les notions de régionalisation, décentralisation poussée et non décentralisation comme on l'a pratiqué jusqu'à présent. Ça touche à la forme de l'État, ça touche aux textes fondamentaux. Cela ne peut pas être signé comme ça. Et venir dire maintenant que les gens ne comprennent pas, de se promener, excusez-moi du terme, pour l'expliquer aux gens. Pourquoi on ne l'a pas expliqué aux gens avant de le signer? L'accord, les premiers concernés, c'est les populations. Alors les nouvelles autorités politiques, Badi Haïdara, annonce que cet accord-là, en tout cas affirme que cet accord sera mis en œuvre de façon intelligente cette fois. Vous comprenez cela? Je me permets de commenter ce passage-là. Nous avons parlé de relecture. Le Premier ministre a introduit un nouveau terme intelligent. Pourquoi toutes ces subterfuges? Parce que l'accord est inapplicable. Il faut oser le dire. L'accord est inapplicable. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a appliqué des... Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'accord? Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'accord? Quelle disposition? Quelque chose qui est illégitime, on doit tout revoir. Encore une fois, on va me dire que j'aime... Mais les mouvements sont encore armés. Les éléments, ils sont armés. Qu'est-ce qu'il faut changer? Les parties prenantes qui ont signé l'accord. Au moment de signer l'accord, la SEMA a été créée sous l'égide de qui vous savez, pour les fédérer, tous ces mouvements au sein de la SEMA, pour parler d'une seule voix, pour arriver à signer. La donne a changé. Le problème du centre n'était pas aussi prenant qu'à l'époque, même s'il avait déjà commencé. Il y a des nouveaux acteurs qui existent et le citoyen est absent de cette discussion. Ceux qui disent représenter les populations, que ce soit des Songhai, des Peuls, des Tamashek, des Arabes, ne représentent pas ces gens-là, ou une infime partie de ces gens-là. Badi, concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'accord? Son esprit est mauvais. Son esprit est mauvais. On peut se mettre d'accord sur l'esprit sans changer le contenu de l'accord, puisque c'est l'esprit qui est mauvais. Peut-être à travers les assises. On n'a pas le temps de rentrer en détail, mais je me permets de donner 2 exemples illustratifs, qui sont 2 exemples parmi tant d'autres. D'abord, la nature de la régionalisation qui est proposée, qui confère une autonomie législative, une autonomie judiciaire et une autonomie de lever les impôts. Quelles sont les prérogatives d'un État? Légiférer,
lever l'impôt pour la redistribuer, pouvoir légiférer et lever les impôts. Ça, c'est les deux premières prérogatives d'un État. Quand vous donnez ces prérogatives à une région, à tout moment, de manière légitime, ils peuvent décider pour eux, ils peuvent lever des impôts, la redistribution des ressources dans leur territoire, ils la décident. Ça, même si on a des pays qui fonctionnent comme ça, qui restent unis, face à la déliquescence de l'État malien, à la situation actuelle, ça c'est la programmation automatique. La régionalisation n'est pas une solution pour vous. Ce n'est pas une solution dans la forme dans laquelle ça a été précisé. Ok. Alors, Boubacar Kanouté, Choguel Kokala Mega avait déjà annoncé que cet accord-là nous amène tout droit vers la partition du pays. Aujourd'hui, Choguel Kokala Mega, le même Choguel Kokala Mega, nous annonce que cet accord-là sera mis en œuvre, mais de façon intelligente. Est-ce qu'il y a, c'est pas antinomique? Je me permets, je pense qu'il a parlé de relecture intelligente. Parce que le sujet de la relecture avait été soulevé par Mokhtar Wan à l'Assemblée, devant le CNT, pardon. Donc, il a parlé de relecture. Mais une mise en œuvre, en tout cas, intelligente. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les jeux de mots. C'est les jeux de mots qu'on en suit toujours. Et moi, je pense que, d'abord, on convient des choses ici, sur cette table-là, cet accord n'est pas un bon accord. Ça quand même, ça, c'est bien évident. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a entre deux choix, il faut l'un. Et il faut l'un. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser l'accord et reprendre tout à nouveau, à zéro. Toi-même, tu viens de dire que, en tout cas, les mouvements armés, ils sont stationnés avec les armes en main. Il faut tout reprendre et recommencer la guerre, reprendre la guerre de nouveau. Ou bien, il faut avancer, appliquer cet accord et revoir certains points et pour avancer. Donc, on est dans ce statu quo-là. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Voilà pourquoi on est toujours bloqué. Et le blocage de l'application de l'accord aussi, il faut aussi le situer dans le contexte de sa signature. Parce que l'accord, au moment où le Mali, en tout cas, partait en Algérie en 2015, on était dos au mur. Sur le terrain, on n'avait pas, en tout cas, les rapports de force et ne nous donnaient pas, en tout cas, toutes les chances, toutes les cartes à main pour aller imposer notre vision, en tout cas en Algérie. C'est ce qui a fait qu'on a signé cet accord de façon occulte. Et même au Conseil des ministres, d'après un ancien ministre Soubeka, ça n'a jamais été débattu. Ça n'a jamais été débattu. Donc on était dos au mur. Et maintenant... Et c'est d'ailleurs Abdoulaye Diop et c'est lui qui revient. Et je suis très heureux qu'il soit là, qu'il en tout cas achève et ce qu'il a entamé. Donc on va voir comment est-ce qu'il va le faire. En tout cas, ce qui est sûr, et quand on prend le Mali actuellement et en 2015, beaucoup de choses ont changé. Mais ce dont certains acteurs ont peur, c'est si jamais on décide de rouvrir, de relire, de réviser cet accord-là, est-ce que les mouvements armés ne voudront pas aussi intégrer de nouvelles dispositions en leur faveur? C'est ça aussi. Oui, justement. Moi, je pense que, en tout cas, à Taher, lors du dialogue national inclusif, je l'avais posé la question. C'est pas lui seulement. Et j'ai posé la question à plusieurs membres des groupes rebelles. Et tous, n'est-ce pas, sont d'accord qu'il y a des failles dans l'accord. Mais ce que j'ai appris, en tout cas, de ces gens-là, la mise en œuvre, la lenteur de la mise en œuvre, ou ça, les difficultés de la mise en œuvre, sont plutôt liées au problème d'argent. Donc c'est ce que ces gens-là m'ont dit à l'époque. Ils ne sont pas contre la révision, disons la lecture de l'accord, mais il y a des points pour lesquels, selon eux, qu'il n'est pas question de discuter. Donc cela dépendra en tout cas des rapports de force que le Mali a actuellement. Et je pense qu'actuellement le Mali ne sont pas en tout cas beaucoup plus dos au mur en 2021 qu'en 2015. Nous pourrons aussi voir, parce qu'en réalité, il y a certains points... On ne contrôle pas une bonne partie de notre territoire. Ça c'est vrai, mais sur le plan diplomatique, il faut aussi reconnaître qu'à l'époque, le MNLA était le seul maître du terrain. Mais de nos jours... Il y avait d'autres groupes armés terroristes. Mais de nos jours, il y a aussi des groupes armés qui sont en tout cas...
qui sont très proches de Bamako. Oui, donc tout ça, ça fait la différence du rapport de force sur le terrain et que les autorités peuvent aussi, bon, je ne dirais pas exploiter parce que c'est tellement irresponsable de ma part, parce que quand je dis exploiter, c'est mettre en tout cas en conflit les compatriotes pour qu'ils s'entretuent. C'est pas trop responsable de le dire, mais en tout cas ça favorise beaucoup plus, en plus de notre armée nationale, en plus en tout cas de la communauté internationale qui accompagne notre pays. Pour terminer, hein, oui. La question que certains acteurs, les acteurs militaires sur le terrain se posent, c'est alors si l'État malien attend 5 ans ou 6 ans pour dire bon maintenant c'est à notre faveur, la prochaine fois si nous prenons les armes et qu'on aille négocier, de toute façon il faut se mettre en tête, ils vont retarder encore les choses pour pouvoir venir dire non, nous on va relier, on n'est pas d'accord avec ça parce que maintenant ils sont en position de force. C'est aussi ça la philosophie dont ils sont en train de comprendre la chose, c'est de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que vous direz à ces gens-là qui sont en train de dire ça, ces mouvements armés, parce qu'on en a reçu un ici qui l'a dit. D'abord, on est les frères des mêmes pays. On est obligés de cohabiter ensemble. Obligatoirement. On n'a pas d'autres pays. On est frères, donc on est obligé de cohabiter ensemble. Donc on est obligé de discuter, d'échanger. Mais il y a des préalables à la discussion. Une discussion s'ouvre, chaque camp a forcément des points qu'il est prêt à concéder et d'autres qui ne sont pas prêts à concéder. Seule la discussion et les arguments de part et d'autre pourront faciliter cela. En ce qui concerne ce point précis, moi je dis que on a entendu des échos, comme il l'a dit, ils sont prêts à relire. Allons-y à la relecture. Ce sur quoi les débats vont aboutir, ce sur quoi les discussions vont aboutir, on les verra. On ne peut pas faire le débat avant le débat. Si on fait une relecture, c'est qu'il y a des dialogues, il y a des échanges, il y a des discussions. Donc, ouvrons le plus rapidement ces discussions-là. Encore une fois, l'accord dans sa forme actuelle est une impasse. Il l'a dit tout à l'heure, on n'a pas les moyens. On a eu des promesses de certaines chancelleries internationales pour financer, mais vous connaissez ce genre de promesses. Alors, merci pour tout de suite finir. Hein. Quel est votre dernier mot? Vous êtes le président de l'Union des journalistes reporters du Mali. Alors, où est-ce que vous voulez nous amener pour conclure? Qui? Nous, IGRM? Oui, l'IGRM. On veut en tout cas amener le métier du journalisme malien à bon port. Qui est malade, hein? À bon port. Voilà. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais conclure un peu en présentant notre mouvement politique, Mali Renaissance. Renaissance parce que nous pensons qu'il n'y a rien de nouveau à créer. Nous devons retrouver notre gloire d'antan. Il ne s'agit pas de la gloire de Soundiata Keita. Il s'agit des formes d'organisation politique qu'on avait mis en place, notre manière de gérer l'aspect judiciaire, l'aspect sociétal, la notion de punition, quelle était notre vision de la prison. Et donc, nous, notre mouvement est un mouvement jeune de par son âge, mais nous sommes constitués de personnes de tout âge. Et nous avons une idéologie très claire. Nous concourons, nous travaillons à l'avènement d'une 4e République qui va redéfinir tous les contours, remettre tout à zéro dans la gouvernance malienne. C'est notre vision et nous sommes ambitieux et optimistes là-dessus. Merci beaucoup, Badi Aïdara. Je rappelle que vous êtes statisticien, vous êtes également spécialiste en business intelligence, vous êtes le secrétaire politique du tout nouveau mouvement politique qui s'appelle Mali Renaissance. Merci d'être là. Merci. Boubacar Kanouté également était un de nos interlocuteurs sur ce plateau-là de Alafia TV. Boubacar Kanouté, je rappelle aussi que vous êtes le président de l'Union des journalistes et reporters du Mali qui vient d'être créée. Le lancement aura lieu demain, ce samedi-là, aujourd'hui même. Alors, Boubacar Kanouté, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Vous travaillez également à la radio Kaira de Ségou. À Ségou, là-bas, je suis directeur de cette radio. Vous êtes le et directeur je suis de la aussi radio journaliste au journal Figaro du Mali, correspondant de ce journal-là à Ségou. À Ségou. Oui. Alors, merci beaucoup et bon séjour à Bamako. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui met fin à votre émission préférée, Alafia Hebdo, un débat politique qui est diffusé
tous les samedis à 21h15 sur le canal 235 du bouquet de base de Canal+. À très bientôt.